Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Marine, merci beaucoup d'être présente dans le podcast. Je suis ravie pour 2 raisons. D'abord parce que tu as fait mon magnifique logo de podcast et ça je te remercie 1000 fois parce que je l'adore. Voilà. Je suis pas très objective mais vraiment en plus j'ai adoré nos échanges pendant ces moments. J'ai trouvé que tu étais vraiment hyper ouverte d'esprit et j'ai beaucoup aimé ton approche voilà que j'ai pu expérimenter. Et deuxième raison, c'est que j'admire beaucoup ce que tu fais. Alors donc sans plus tarder, je vais te demander si ça ne te dérange pas de te présenter autant personnellement que professionnellement. Voilà. Bonjour Estelle, merci infiniment de me recevoir dans ton podcast que j'aime beaucoup. Je suis vraiment très fière, très heureuse. Oh, mais c'est gentil ça. Écoute, donc je suis Marine de Quétan. Je suis illustratrice depuis 2015. Ouais. Je travaille beaucoup pour la presse, les éditions, pour des maisons d'édition. Ouais. Je fais beaucoup d'illustrations aussi pour des maisons de beauté et de mode. Ouais. Et voilà, et je suis maman de 2 enfants qui ont 4 ans et 6 ans, qui s'appellent Sophia et Victor. Magnifique. Alors Marine, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton démarrage dans ce secteur? C'est-à-dire quelles sont les origines qui t'ont mené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors j'ai fait Penningen, donc c'est une école de direction artistique durant laquelle j'ai eu la chance de tomber sur des professeurs exceptionnels qui m'ont vraiment aidé à me découvrir, qui m'ont poussé et tout. J'ai découvert l'illustration dans cette école et j'ai adoré. Et lorsque je suis sortie de l'école en 2009, j'ai hésité à rentrer dans une agence de pub ou je sais pas, dans une maison. Et j'ai la chance d'avoir 2 parents qui sont entrepreneurs, dont ma maman qui est styliste en fait, et mon papa qui était chef d'entreprise. Et donc qui m'ont poussé, enfin qui m'ont encouragé à me lancer tout de suite en freelance. Et je me suis associée avec une fille que j'avais rencontrée à Penningen. Donc pendant 4 ans, on avait notre agence de graphisme et de direction artistique. Ouais. Et puis après en 2013, pour diverses raisons, on s'est séparés. Et moi vraiment là à 100%, je me suis lancée dans l'illustration. Ça correspondait aussi à un moment où je suis partie vivre à Singapour avec mon mari. On n'était pas encore mariés à l'époque, mais j'avais besoin de vivre à l'étranger. J'avais fait toutes mes études en France, j'avais jamais vécu à l'étranger, donc j'avais besoin de faire aussi mon expérience. Et en fait, c'est un peu, je crois quand même pas mal à la chance. Bon, évidemment, ça se provoque, mais j'ai envoyé une newsletter à l'été 2014 et c'est arrivé chez un monsieur en fait qui faisait du conseil chez Prisma. Oui, et groupe de presse. Voilà, un groupe de presse. Et on s'est rencontrés et c'était un peu lunaire. Il m'a dit bon, écoute, choisis un titre qui t'amuse et on va faire un essai et je le proposerai à la rédactrice en chef. Wow. Et donc j'ai dit pourquoi pas Grazia, j'aime beaucoup. Donc j'ai pris un article un peu au hasard et je l'ai illustré à ma manière. Et j'ai illustré, il n'y avait pas d'illustration qui existait. Ouais. Et donc il l'a proposé à la rédactrice en chef. Et elle a beaucoup aimé. Et en fait, un mois après, je travaillais avec eux. Avec Fiona Schmidt qui écrivait un billet toutes les semaines et donc j'ai illustré. Je sais pas ce qu'elle devient d'ailleurs. J'aimais beaucoup ce qu'elle écrivait.
Ouais, écoute, je crois qu'elle a sorti un livre. Ouais. Mais en tout cas, c'était la belle époque de Gradia. Oui, ouais, non, ça marchait bien. Et en fait, c'était l'époque aussi où on découvrait un peu Insta. Donc, le fait d'avoir une illustration à montrer par semaine, je montrais donc sur Instagram. Et donc, je commençais à me dire que en fait, faire que de l'illustration, ça me plaisait. J'avais envie d'en faire 100% de mon temps. Et puis aussi, ce qui m'a vraiment lancée dans l'illustration, c'est j'ai fait une illustration en fait qui représentait une étagère remplie de produits de beauté. Ouais. Et en fait, ça a cartonné aux États-Unis. À l'époque, il y avait une marque qui s'appelait Glossier. Bien sûr. Et Emily Weiss, en fait, a trop aimé cette illustration. Elle l'a même acheté. Enfin, j'avais fait des coques iPhone avec cette illustration, donc elle se prenait tout en selfie avec. Et donc, en fait, ça s'est vendu comme des petits pains. C'est vrai qu'à l'époque, en fait, je vendais déjà des coques iPhone ou des affiches et elle l'a reposté en fait sur son compte Glossier. Et après j'ai touché Goop, Kourtney Kardashian, enfin pas tout de suite, tu vois, mais ça a vachement diffusé cette étagère où en fait je faisais la promotion de plein de marques différentes. Et c'est là où je me suis dit en fait parce qu'après ça a déclenché plein de contrats. Et c'est là où je me suis vraiment dit, plus tu donnes, plus tu reçois, c'est un truc de dingue, quoi. Et donc, j'ai jamais arrêté j'attends pas que les choses viennent à moi. Je me dis, quand j'aime quelque chose, j'en parle et tu crées. Ouais. C'est-à-dire que t'attends pas de créer à la demande. C'est-à-dire que t'as aussi une force créatrice en toi qui te permet d'avoir des illustrations juste qui viennent de ton envie en fait. Donc c'est aussi ça qui compte à mon avis. Tu fonctionnes pas uniquement parce que X marque t'a demandé de faire un packaging, mais voilà, t'as ta propre création et ton propre univers. Et l'un alimente l'autre en fait. Oui, exactement, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Et donc tout ça c'est parti d'une newsletter en fait. Ouais. C'est-à-dire que t'étais à Singapour, tu t'es dit je vais faire une newsletter. Ouais, pour l'été. Et je suppose qu'il y avait des illustrations dans la newsletter. Et cette illustration, maintenant, c'est dingue. Cette illustration, elle est chez Arthazar, en fait. La galerie Arthazar l'a choisie pour être éditée dans leur sélection d'illustrateurs. Donc oui, c'est un peu une illustration porte-bonheur. Quel a été finalement l'élément déclencheur ? Parce que pourquoi alors, je te suivais sur les réseaux depuis longtemps. Bien entendu, tout ce que tu évoques, je l'avais déjà vu. Enfin, parce que je sais pas, moi, je suis fascinée par les gens qui arrivent à dessiner. Peut-être parce que je suis moi-même pas bonne en dessin et que j'aurais bien voulu l'être, je sais pas. Mais en tout cas, pourquoi moi j'ai fait appel à toi pour faire le logo du podcast, c'est parce que tu es ce que j'apprécie. T'es engagé. C'est-à-dire que t'as quand même une ligne directrice qui est en anglais. Je sais pas si tu veux qu'on le dise en anglais ou en français, mais c'est Sustainable Illustrator. Et donc, au final, tu as envie quand même de faire passer des messages. Je pense que même dans tes choix, finalement, de collaboration, t'as quand même cette envie de défendre des valeurs, on va dire, éthiques, environnementales. Voilà. Et en tout cas, après, à ma connaissance, il n'y en a pas des masses. Ouais. En fait, j'ai eu la chance en 2019 de faire une collaboration avec une marque éco-responsable. C'était une marque de gourdes en inox C'était aussi une période où où j'avais besoin de changement. Je me sentais pas hyper bien. J'en avais un peu marre je travaillais dans la beauté. J'adore ce milieu, mais j'avais besoin de renouveau. Ouais. Et donc, quand ce sujet est apparu, je me suis vraiment dit, au départ, je me suis dit, ah bon, mais c'est quoi? Enfin, la pollution plastique, oui, j'en avais entendu parler, mais ça me passait par-dessus. C'était à l'été 2019. Ouais. Et donc, ouais, c'est arrivé vraiment, ça m'a fait une bonne bouffée d'air.
Et donc, quand j'ai fait des recherches pour créer des stickers pour coller sur les gourdes, en fait, j'ai fait plein de recherches sur Pinterest et puis après j'ai lu des livres un peu pour me sensibiliser à la pollution plastique. Et en fait, j'ai lu d'abord le livre de Béatrice Johnson, Zéro déchet. Et après, j'ai enchaîné avec... il y avait pas mal de livres... Voilà, parce qu'en fait j'ai fait une illustration, j'ai regroupé toutes ces lectures que j'ai lues. Magnifique. Et qui m'ont vraiment permis de faire cette prise de conscience et cette transition écologique. Donc j'avais lu par exemple Pierre Rabhi vers la sobriété heureuse, Jean-Marc Jancovici Dormez tranquille jusqu'en 2100. Je passe à l'acte, composer sa pharmacie naturelle maison. Et celui qui m'avait vraiment aidé et qui m'avait donné envie d'agir, c'était Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité de Aurélien Barraud. Et en fait, dans ce livre, c'était incroyable parce que c'est rare quand même les livres qui te donnent envie de te mettre en action. Parfois, tu l'as, oui, d'accord, bon, tu comprends plein de choses. Ouais. Mais lui, à la fin du livre, j'ai refermé, j'ai fait, ok, en fait, c'est bien de faire la transition écologique pour soi. Mais le plus important, c'est de communiquer et d'essayer de se mettre... voilà, parce que ça, si on veut... de s'engager, impacter, en fait. S'engager. Ça m'a donné envie de m'engager. Et c'est là où j'ai commencé à faire... parce que j'avais une petite communauté sur Insta, je me suis dit, en fait, c'est bien de donner envie aux personnes d'acheter des crèmes ou de la mode, mais en fait, ça peut pas être que ça. Faut trouver un pendant. Ouais. Et en plus, ça correspondait à cette période où de questionnement personnel profond. Ouais, j'avais besoin de plus de sobriété, enfin de plus de simplicité. Je comprends. Mais je conçois tout à fait. Je suis passée aussi par cette phase à une époque de ma vie. Ouais, t'as besoin de sortir un peu de cette surconsommation. Enfin, et quand j'ai commencé à partager je les appelais les before after. C'était des illustrations toutes simples où je montrais par exemple je coupais en deux, je scindais en deux l'image. À gauche, il y avait l'objet que j'utilisais avant, par exemple un truc de liquide savon en plastique et après le savon solide. Enfin, plein de petites choses comme ça. Et en fait, comme sur Instagram, on en parlait tout à l'heure, on a plus du tout de temps. Enfin, on scrolle. Et en fait, quand on tombe sur une image hyper simple et claire, un peu comme des enfants, un abécédaire, on s'arrête. Et Before Now, c'est une espèce de... les gens ont vraiment accroché. J'ai eu vraiment beaucoup de likes quand je me suis lancée. Et je me suis dit, je suis pas toute seule en fait à faire la transition. Ça résonne. Il y avait un côté universel parce que c'était juste une image. Before Now, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Bien sûr. Et c'est vrai qu'en fait, je voyais qu'au Japon aussi, le zéro déchet, ça faisait réfléchir pas mal de personnes. Aux États-Unis aussi, il y avait ce mouvement qui prenait beaucoup d'ampleur. Et donc ensuite, j'ai eu Chlorane qui m'a contactée parce que ils ont adoré ces illustrations que je montrais et ils ont bien aimé justement le fait que je montre que je sois engagée. C'est à l'époque, les gens le faisaient mais pas trop. Enfin, il y avait encore un côté un peu ringard. Enfin, genre je suis écolo ou je suis un peu bobo, mais c'était pas le truc qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Enfin, heureusement. Enfin, c'est cool. Ouais. Tu fais plein de trucs sympas aussi sur les fruits et légumes de saison. Je trouve ça trop mignon. Enfin, j'appelle vraiment tout le monde à regarder ton compte Insta parce que c'est rafraîchissant et utile. Parce que c'est ça, en fait, le truc. C'est que ce que j'aime chez toi, c'est que tu as été capable de joindre l'utile et l'esthétisme. Ce qui n'est pas forcément une chose acquise dans ce secteur, je pense. Non, mais c'est ça, c'est quand on sort... Enfin, je sais pas, mais quand si les gens nous écoutent, feront l'expérience, mais quand on se balade sur ton Insta ou même sur ton site, on ressort avec des idées. Tu vois ce que je veux dire ? On ressort avec des... non seulement des idées, mais comme tu disais, des choses pratico-pratiques.
T'hésites pas à te mettre en scène aussi. Moi, j'ai adoré. T'as fait une vidéo fantastique où tu prends un vieux collant et tu dis, je vais faire un élastique à cheveux avec ça. J'ai trouvé ça chambé. Non, mais l'idée, en fait, c'est de... Pardon. Non, mais j'ai trouvé ça super parce que, voilà, t'es créatrice, quoi. Tu vois, et tu incarnes aussi une forme de... C'est ça aussi que j'apprécie. Et c'est bien qu'on enregistre ensemble un podcast parce que ça me permet de mettre sur des mots ce que je ressens. C'est que t'es vraiment une créatrice. Tu vois ce que je veux dire au sens propre du terme. C'est gentil. Et je pense que la création, c'est pas une seule chose. Tu vois, et incarner ces créations, c'est également une démarche, c'est une façon de faire, c'est une façon d'être. Voilà, donc je trouve que c'est quand même chouette. Et puis, t'es entrepreneuse. Voilà. C'est-à-dire que, et souvent, et moi je me tue à dire ça, c'est que les créateurs sont des entrepreneurs. Et bien souvent, les artistes sont malheureux peut-être parce que ils s'empêchent aussi, tu vois, d'avancer, d'entreprendre, Et ce que j'aime bien, c'est que tu arrives à faire un pont entre la création, la créativité, l'envie d'être créatrice d'illustration, et également l'envie d'être entrepreneuse, tu vois. Donc t'entreprends, la preuve en est, tu vas nous en parler, mais voilà, tu as tes propres créations, tu vends, enfin t'as pas peur, tu vois ce que je veux dire, au sens où, voilà, quand faut passer à la discussion chiffres, t'y vas, quoi. Ouais. Et ça, je pense que c'est un beau message aussi, tu vois, parce que pour défendre ses créations, faut être aussi capable de se dire, ouais, mais je vais me vendre. Ouais, c'est clair. Déjà, merci pour tous tes compliments. Non, mais c'est trop sympa. Oui, alors c'était pas acquis dès le départ. Moi, j'étais plutôt quelqu'un très introverti et j'étais vraiment plus côté créative, un peu dans sa bulle, dans son monde. Et au départ, d'ailleurs, quand je travaillais avec mon associé, je me mettais un peu toujours derrière elle quand on rencontrait des personnes, quand quelqu'un nous appelait au bureau, je lui donnais tout de suite. Enfin, vraiment, j'étais limite. J'avais encore un peu un manque de confiance en moi. Et après, en fait, donc je parlais de mes parents tout à l'heure, et il y a un peu ça aussi dans leur couple. C'est ma maman est vraiment créative et papa en fait vendait les créations. Il était un peu commercial pour ma maman. D'accord. Quand elle allait sur les salons et tout, il allait rencontrer des clients pour elle et il vendait son travail. Et donc en fait, je pense qu'il m'a bien aidé aussi, il m'a bien coaché. Il m'a bien coaché sur le côté un peu commercial. Je pense que petit à petit, après j'ai pris beaucoup de maman au départ et puis après papa m'a aidé aussi pour ce côté-là. Ouais. Et je trouve aussi qu'Instagram m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi parce que en fait quand tu commences à rentrer dans cette communauté, t'as plein de personnes qui te parlent, t'as plein de personnes qui te passent des commandes, donc tu te dis ça a de la valeur. Enfin, je dois avoir quand même. Enfin, ça intéresse les gens ce que je fais et puis quand tu rentrais à Paris en 2017 aussi, le fait de retrouver un réseau, et de me le reconstruire petit à petit, ça donne énormément confiance en soi. C'est hyper important, même si au départ on se pousse vraiment, surtout quand on a un caractère un peu introverti comme je l'avais beaucoup au départ. Donc c'est possible en fait de. C'est ça. C'est ça le message. De redevenir. Ouais. Et quelles sont tes sources d'inspiration ? Comment tu te nourris ? Alors, il y en a plein, parce que tout est source d'inspiration. Je sais pas, parfois t'entends une discussion dans la rue mais après, de manière plus concrète et des choses que j'essaye de faire vraiment régulièrement, c'est aller dans les expositions. Bien sûr. J'essaye aussi d'emmener beaucoup mes enfants. C'est pas facile au départ parce que tu apprends aussi de quelle manière tu peux leur faire aimer parce qu'il faut pas les dégoûter. Donc en fait, l'idée c'est de trouver des choses qui leur soient accessibles. Par exemple, le musée en herbe ou au centre Pompidou, il y a des ateliers pour les enfants. Au musée d'Orsay aussi, de plus en plus, en fait, on sent que les musées ont compris que, en fait, pour faire venir les familles, parce que concrètement, les familles n'ont pas envie d'aller au musée parce que les enfants courent partout. C'est hyper chaud. Tu vois, on a été à la fondation LVMH. T'es là, mais ils font sonner, ça fait sonner les trucs. Donc t'es là, en fait, on va s'en aller, j'en peux plus. C'est ça. Et donc, en fait, de plus en plus, les musées s'engagent aussi pour... ils ont compris que pour faire venir les parents, il fallait que les enfants soient les bienvenus. Le cinéma, les films...
énormément les livres, ce qui m'a manqué en fait dans la période où j'ai eu mes 2 enfants rapprochés en 2 ans. Ouais. C'est là où je me suis quand j'ai commencé à vraiment retrouver du temps le soir pour lire, en fait, il y a vraiment le monde, il change extrêmement vite. Bien sûr. Et en fait, je trouve que la lecture, la littérature, C'est apaisant. ouais, c'est apaisant et surtout, ça te permet de traduire notre époque et de rester à la page entre guillemets parce que, enfin, je me rendais compte qu'en fait, j'avais loupé un peu le début enfin, même tout ce qui était écologie, féminisme, je sentais bien que j'étais un peu en retard, donc. J'ai écouté plein de podcasts, j'ai lu, par exemple, écouter ton podcast ou j'écoute. Non, mais c'est vrai, j'adore les podcasts. Je trouve que c'est hyper. Ouais. Franchement, merci parce que vous nous donnez une matière mais précieuse en fait. Tous les entrepreneurs que Ouais. tu as pu interviewer ou même des personnalités, des écrivains. Voilà, et notamment le podcast de La Poudre m'avait bien réveillé aussi, m'avait mis le pied à l'étrier sur tout ce côté aussi, parce qu'il y a l'écologie, mais j'essaye aussi de m'engager pour l'égalité, enfin la cause féminine, enfin Bien sûr. l'égalité. Je sais pas trop quel mot trouver, parce que le féminisme, ça crispe pas mal de personnes, donc c'est plus juste. De l'humanisme. Ouais, Ouais, voilà, faut pas. Ouais, je l'utilise de moins en moins ce terme parce que j'ai l'impression que. Ouais, il les a pris gens un petit coup. Il a pris un petit coup. Mais bizarrement, c'est post-Covid. J'ai trouvé qu'il y avait un vrai changement. Enfin, moi, je lis. Enfin, j'essaye de lire beaucoup, même si j'ai un peu moins lu ces derniers temps. Mais j'ai trouvé qu'il y a eu un vrai choc entre ce qui s'était passé avant le Covid et après. Parce que les préoccupations n'étaient pas les mêmes, l'insouciance n'était pas la même, il y avait plein de choses. Je trouve qu'il y a eu un vrai coup d'arrêt avec le Covid, que le sujet est passé un peu, tu vois, ouais. était moins sur le devant de la scène en fait. Ouais, non, c'est clair. Donc après, je pense qu'il y a des choses plus concrètes qui se passent, qui sont importantes, notamment dans le cadre de l'entreprise, mais je crois que les prochaines générations, enfin, je parle pas de la génération de nos enfants, mais celle qui vient là, tu vois, qui a une vingtaine d'années, bah en fait, il y a des acquis chez eux qu'il n'y avait pas du tout à notre époque, je pense. Enfin, on n'a pas vraiment le même âge, mais pas très loin. Oui, non, pas loin. Et je pense qu'on a baigné dans un univers où il y avait des tabous, voilà. Et puis alors, voilà, tu les vois, ils sont complètement. Tu leur parles de trucs, pour eux, t'es un ovni, donc. Ça me rassure parce que je pense qu'il y a des choses, tu vois, qui ont même pas besoin d'être explicitées. Et puis après, t'as un peu l'impression que tout va vite, quoi. Enfin, tu vois, c'est que nous, on a eu le sentiment qu'il fallait rabâcher les choses, qu'il fallait vraiment, tu vois, rentrer dans le débat, dans le conflit, etc. C'est fondamental, c'est fait. Et puis heureusement maintenant il y a les fruits de tout ça qui font que les choses se sont facilitées pour la génération suivante, je pense, tu vois. Mais bon, enfin, on pourrait en parler pendant des heures, mais en tout cas moi c'est plutôt l'écoféminisme auquel je pense quand je t'écoute, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que et c'était une valeur, enfin c'était une notion qui moi m'a été apprise par une dame que j'ai interviewée dans le podcast qui s'appelle Liliane Roudière, qui était cofondatrice du magazine Cosette et qui m'a dit voilà, plus que le féminisme, c'est l'écoféminisme en fait. Il faut faire résonner des préoccupations, au niveau de la planète. Et en fait, ça englobe bien des changements de paradigme entre hommes et femmes, puisque pour sauver la planète, il faut abandonner certains dogmes, voilà, de surpuissance, de surconsommation, enfin, voilà. Donc je pense que l'écoféminisme, c'est une notion assez, moi, qui me va bien. Voilà. Ouais, c'est vrai. Je pense. Ça me parle sûrement plus que juste féministe, c'est clair. Mais aussi, moi, ce que j'aime bien aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus. J'aimerais bien sortir de la confrontation parce qu'en fait, les hommes, en fait, au final, c'est pas de leur faute entre guillemets. On a été un peu élevés dans une espèce. On est tous conditionnés.
Aujourd'hui, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même une espèce de vague qui arrive avec, par exemple, Titu Lecoq avec son livre Le couple et l'argent, où en fait, au final, là maintenant, on se rend compte qu'en fait, c'est pas que de la faute de l'homme, c'est aussi à nous de nous emparer du sujet de la finance, parce qu'au final, si on s'occupe mieux de nos finances aussi, si on fait plus attention à comment on dépense, mettre de côté, épargner, investir, tout ça, en fait, aussi ça aidera quelque part à sortir de la surconsommation quand on est aussi dans quelque chose de plus réfléchi Bien sûr. Donc je pense qu'il faut pas taper toujours au même endroit. Enfin, il faut un peu prendre le problème dans différents angles. Bien sûr. Et cet angle-là me semble assez intéressant justement du point de vue écoféministe, parce que quand quand on commence vraiment à mettre le nez dans ses finances, qu'est-ce qu'on gagne, comment je le dépense, en fait on réfléchit beaucoup plus à comment on dépense et on dépense moins. Bien sûr, c'est évident. Et puis on met de côté et on s'enrichit et on prend. On essaye de sortir de cette dépendance financière qu'on a, puisque si on met jamais rien de côté. On va parler plus concrètement maintenant de ce que tu fais, parce que tu as fait des choses récemment qui sont quand même assez marquantes. Tu vois, t'as illustré un livre avec une jeune femme que j'adore, qui s'appelle Louise Aubry. Oui. Rappelle-moi le nom de son pote. Miroir. Miroir, merci. Et elle s'appelle sur les réseaux My Better Self. Voilà, donc c'est un carton, enfin tout le monde la connaît. Moi-même, j'adore ce qu'elle fait et je trouve que cette fille est exceptionnelle. Ouais. Je mettrai des photos. Alors je sais pas comment je vais m'en sortir parce qu'il y a tellement de choses à montrer que, bien entendu, je renverrai à ton compte Instagram et à ton site internet. Mais j'ai regardé le livre. J'incite bien entendu tout le monde à l'acheter, à le lire parce que la collaboration elle est top. C'est gentil. Donc tu fais beaucoup d'illustrations pour des livres. Donc en fait tu travailles avec des maisons d'édition et avec des auteurs. Tu fais également tes propres créations. C'est-à-dire qu'on peut t'acheter, si on a envie de t'acheter des illustrations, on peut te les acheter. Ouais, je mets en place petit à petit là mon shop sur mon site internet où on peut acheter des affiches et le calendrier. Justement, tu parlais des fruits et légumes de saison. Je suis en train de mettre en place aussi un calendrier qu'on peut avoir sur son bureau, dans sa cuisine, comme ça. En fait, ça, c'était aussi une idée de décharger. C'était l'idée de la charge mentale. De décharger la décharge mentale, je sais pas comment dire. Non, mais je vois très bien ce que c'est. Voilà. Je vois très bien ce que c'est. Parce qu'en fait, on a déjà 1000 trucs à réfléchir. Si en plus, il faut qu'on connaisse par cœur les fruits et légumes de saison. Mais surtout que c'est très important de les connaître. Et c'est important de fonctionner avec ça. Est-ce que tu veux nous parler de certaines collaborations que tu as faites en particulier récemment Là, il y a plein de livres sur la table pendant qu'on est en train d'enregistrer. Oui, on a deux. Voilà, la finance, Authunes citoyenne. Ouais. Authunes, Thunes, citoyenne. Ouais, c'est un livre que j'ai illustré pour INSAF El Hassini et Héloïse Boll. Ouais. Et donc, j'ai fait la couverture de livres, plus des illustrations pour les ouvertures de chapitres. Ouais. Donc j'ai adoré aussi travailler sur ce projet. Mais je me permets juste de t'arrêter 2 secondes parce qu'en fait tout à l'heure tu me disais un truc très vrai, excuse-moi, mais en fait c'est en lien avec ce qu'on est en train de dire. Oui. Tu parlais de la démarche en tant que maman. Quand tu disais, j'essaye de ne pas les dégoûter, j'essaye de leur donner envie, j'essaye de faire en sorte que ce soit accessible pour eux. Et tout à l'heure, avant qu'on enregistre, je te disais, mais c'est fou parce que nous-mêmes, à nos âges, avec les réseaux sociaux, avec notre incapacité à nous concentrer de manière longue, enfin, pas incapacité, mais difficulté. Ouais, bien sûr. T'as l'avantage d'aérer des livres. C'est-à-dire que les livres dont on parle là, ils sont illustrés. Et à une époque, nous, on lisait pas des livres illustrés. Enfin, je sais pas toi, mais moi, ça m'arrivait pas, quoi. Nous, on lisait des gros pâtés de 500 pages, 600 pages. Il fallait se les finir, les coltiner, les connaître par cœur. Mais voilà, ça fait partie de notre culture. Et moi, je suis une grande fan de lecture et je regrette pas tout ça. Mais c'est vrai que là, on peut quand même s'inscrire dans une nouvelle tendance. Alors, je sais pas si c'est une tendance ou si ça va s'inscrire sur la durée. Ouais. Mais voilà, d'association entre les images et l'écrit. Et je trouve que ça, c'est assez formidable parce que ça incite les gens à lire. Ça leur donne encore envie de lire. Ça fait des respirations. Et c'est ça.
et comme des enfants. Comme des enfants, mais on a besoin de ça. Ouais, on a besoin. En fait, quand une image, donc ça te permet aussi de t'évader un peu, tu te promènes. Je sais pas, ça doit développer ton imaginaire un peu. Je sais pas quand tu poses les yeux sur. Et c'est très agréable. Enfin, une petite récréation, c'est ça. Une petite. Je trouve ça super. Et puis. Donc c'est pour ça que je pense que t'es dans un bon créneau, que ça va continuer. C'est vrai que j'en avais jamais eu autant. L'année dernière, j'ai travaillé sur plein de projets différents. C'est ça, parce que je pense que les maisons d'édition se rendent vite compte que il y a un virage à prendre qui passe par le visuel. Voilà, il n'y a pas de raison que les habitudes qu'on prend sur les réseaux sociaux, à savoir le visuel, prennent pas le pas sur l'écrit. Enfin, au début, j'en avais peur. Parce que je me dis, mais non, mon Dieu, on va tout réduire à l'image. Et en fait, c'est une bonne chose. L'association des deux est intelligente. Et moi, justement, je réfléchis à l'incorporer davantage dans mon travail. Parce que je me rends compte, en fait, que l'image... Aujourd'hui, on a vraiment besoin de l'association des deux. Je suis en train de lire un livre, là, sur... pas mal de livres sur le marketing digital. Après... mais même de manière, quand j'y réfléchis... sur Pinterest, sur Instagram et tout ça, en fait, on a besoin d'images et de textes. Bien sûr. On a besoin de mots et de couleurs. L'association des deux est bénéfique. J'ai une question qui me vient à l'esprit qui n'a rien à voir avec ça, mais c'est comment tu te disciplines ? C'est-à-dire qu'en fait, je me suis toujours posé la question, quand on est plutôt artiste, même si on a tout à l'heure dit que tu étais hybride et que tu étais autant artiste qu'entrepreneuse, mais j'ai toujours quand on est dans un monde créatif, pour moi, il faut être très rigoureux pour éviter, justement, tu vois, de ne pas créer. Est-ce que je me trompe quand je dis ça ? Pour éviter de ne pas... Enfin, quand on est dans un univers créatif, en tout cas, quand on est créateur, pour moi, il faut être extrêmement rigoureux. C'est un écrivain qui m'a dit ça une fois. Il m'a dit, mais être écrivain, c'est un sacerdoce. C'est-à-dire que c'est une rigueur de sportif, quoi. Enfin, de sportif de haut niveau. Ah tu vois, complètement. Donc, et moi, je suis toujours curieuse de savoir comment vit un artiste, tu vois. Enfin, bon, alors, t'as tes enfants aussi, donc t'as la rythmie liée à la maternité, à savoir l'école, les rythmes. Un enfant, ça crée un rythme. Hein. Tu peux pas rester au lit, tu peux pas. Voilà, donc tout ça, on élimine. Ouais. Mais après, voilà, c'est quel rituel, tu vois, tu te fixes. Est-ce que t'en as ? Est-ce que t'en as pas ? Ouais, tu vois, mais c'est sur ton organisation, parce qu'il y a peut-être des artistes qui vont nous écouter ou des gens qui se lancent, qui sont peut-être curieux de savoir comment tu marches, quoi. Enfin, comment tu fonctionnes. C'est clair que la rigueur et la discipline sont indispensables au bon fonctionnement de mon travail et de tous mes engagements auprès des personnes pour qui je travaille et pour mon propre travail. Donc oui, je me lève vers 6h45, 7h, je m'occupe de mes enfants, on les dépose à l'école. Soit je vais courir, en fait, comme ça, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, juste m'aérer. Et après, je reviens et puis je me mets au travail, mais je pense comme c'est ça, donc tout tous un les chacun, matins, de toute façon. Oui, mais tout un chacun, je sais pas. Tu vois, enfin, si ça se trouve, peut-être pas. Mais... Non, donc oui, effectivement, tous les jours, de 9h à 17h30, 18h, je bosse. Après, aucune journée ne se ressemble dans le sens où j'essaye aussi de caser quand même un rendez-vous, peut-être pas par jour, mais en tout cas tous les 2 jours, j'essaie de rencontrer... soit des personnes avec qui je travaille, soit des nouvelles rencontres. Le soir, j'essaye aussi d'entretenir mon réseau. Enfin, je fais partie d'un réseau de femmes qui s'appelle Band of Sisters. Et je trouve ça hyper chouette de se retrouver entre entrepreneurs qui, effectivement, on est quand même assez solitaires puisqu'on travaille chacune de son côté. Donc c'est génial quand on se rencontre. Je trouve ça très bénéfique, très enrichissant. On peut s'aider quand on a des questions, par exemple sur la compta ou sur le marketing ou sur comment développer son compte Insta. On essaye de se faire des... c'est ça, des brainstorming. Des brainstorms et tout.
Et ouais, non, c'est clair, la discipline à fond, mais je suis comme ça, en fait. J'ai fait beaucoup de danse classique. C'est ça. On y vient. Ça m'a ça m'a vachement disciplinée et Penningen, enfin, en fait, c'est une école où tu travailles jour et nuit. Pour certaines personnes, c'est trop, et je peux très bien comprendre, mais c'est vrai que moi, d'ailleurs, j'ai cru à un moment que j'allais arrêter tellement c'était dur, mais en fait, ça te cadre. Ça, quand t'es créatif, si t'es pas cadré, ça part dans tous les sens et y a rien de concret qui va émerger, en fait. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que je pense que c'est aussi un message. La création implique de la rigueur. Et ça, je pense que les gens n'ont pas forcément conscience quand ils sont jeunes. Ouais, tous les jours de 9h à 18h, c'est clairement ma journée de travail. Après, le week-end, je m'impose de ne pas travailler parce que j'ai essayé, notamment pendant le Covid, même parfois je travaille le week-end, mais c'est pas bénéfique parce que j'ai besoin de m'évader, j'ai besoin de vraiment me reposer et je me mets vraiment aussi cette rigueur-là. Parce que c'est pas bon d'être trop fatigué, après d'être en burn-out. Donc c'est vraiment assez cadré. J'essaie de pas non plus trop travailler le soir, même si je peux faire un peu de recherche ou justement des lectures, des choses comme ça. Mais c'est plus pour... Non, je voulais te poser une question sur la maternité. Qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil? Parce que moi, je suis toujours curieuse de recueillir des conseils de parents, en l'occurrence de maman. Mais est-ce que tu as des conseils à donner en tant que maman? Alors, ma maman est finlandaise. Ouais. Donc, l'éducation finlandaise est quand même assez différente de la nôtre. Et, Pourquoi comment? En quoi? Bah justement, maman m'a jamais vraiment dit tu devrais faire ça ou en fait elle m'a jamais critiqué, elle m'a jamais dit ah mais tu devrais pas leur donner ça pour le déjeuner. Enfin, elle m'a toujours laissé très libre et elle m'a vraiment donné confiance. En fait, le fait qu'elle me critique jamais, je me dis qu'elle me fait confiance et qu'en fait elle pense que je suis une bonne maman. Donc en fait donc bon, là c'est plus... Donc ça te rend un peu libre toi-même après, tu te sens plus libre d'être qui t'as envie d'être et donc tu te poses pas trop de questions, quoi. Ouais, je pense qu'elle m'a donné confiance. Enfin après par rapport aux enfants quand ils sont petits, oh là là c'est hyper dur. Franchement, se ménager, prendre soin de soi, parce que en fait, une maman qui est bien reposée et franchement, c'est de l'or parce que en fait, le grand truc quand on a des enfants, c'est que c'est quand même, faut le dire, c'est épuisant. Ouais. C'est très prenant, on a toujours plein de questions, d'inquiétudes quand ils vont à l'école. Après, il y a les devoirs et tout. Enfin, c'est vraiment usant, nerveusement aussi, parce que parfois, t'es juste envie, après d'avoir fait le repas, les avoir baignés, tu te dis, après, il faut encore continuer, rester zen et leur faire des devoirs. Mais t'es là, mais en fait, je suis cuit, moi. En fait, à quel moment on me donne une médaille et genre, je reçois la Coupe du Monde parce que vraiment, franchement, parfois, t'as l'impression d'avoir accompli un truc de dingue. Et je sais pas, après... T'as besoin de tes moments avec eux? Enfin, je suppose que oui, quand même, mais t'as des rituels avec eux? Ouais, on aime bien. J'aime bien leur lire des histoires le soir. Ouais. C'est vrai que je suis assez présente quand même. J'ai pas de nounou. Ah, t'as pas de nounou? Non. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai pas de nounou, c'est... parce que maintenant déjà ils sont grands. Oui, ils sont à l'école. J'en ai eu quand ils étaient tout petits. Voilà, on avait des nounous. Quand ils étaient pas à l'école. Et j'ai un mari en fait qui est ultra présent. Donc mon conseil, ça serait de bien choisir son compagnon ou sa compagne. Bah ouais. Et qu'on soit tous les deux dans le truc, quoi. C'est ça, il t'accompagne. Enfin, vous êtes on un est binôme. vraiment ensemble. Franchement, il gère beaucoup aussi. Il gère énormément. Il s'occupe des enfants. Il va les chercher un jour sur deux, ou il les amène un jour sur deux. Enfin, on fait vraiment. J'ai pas fait un bébé toute seule, quoi. Enfin, il est là. Ouais. Il est là le soir, même si après il retravaille sur ses projets. Mais j'ai mis un point d'honneur pour que entre 18h et 20h, on essaye d'être ensemble, quoi. Parce que sinon, on n'est pas une famille. Ça sert à rien de s'amuser à faire des enfants. Et...
Enfin, après, je sais que c'est un peu aussi, c'est pas évident pour tout le monde parce que tous les deux, on est à notre compte, donc on peut s'organiser comme on veut. Donc, j'ai bien conscience que ce que je dis, c'est pas forcément applicable à tous. Et c'est un peu aussi le problème de notre modèle de société, c'est qu'il y a certaines mamans ou papas qui sont obligés de rester au travail hyper tard. Enfin, je comprends pas, mais c'est pas normal en fait. Ouais. Dans les... Je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc franchement, essayer de prendre soin de soi, d'aller se faire des massages, de bien dormir, faire du sport, bien manger, parce que sinon, franchement, quand t'es fatigué, tu craques, tu finis par craquer et c'est pas agréable, c'est sûr, c'est sûr. Marine, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Est-ce que tu as, je sais pas, un message que tu as envie de faire passer? Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais voulu aborder? Ce que tu veux. Oui, là, pour terminer sur les fruits et légumes de saison, j'ai aussi, cette année, j'ai eu la chance de faire une collaboration avec la Fondation Good Planet. C'était un peu un rêve, ça, pour le coup, qui s'est réalisé cette année. Avec les éditions Marabout, on a sorti un livre de recettes végétariennes faciles et gourmandes pour cuisiner pour la planète. Avec la chef cuisinière de la Fondation, qui s'appelle Ninon Gouronek, qui est une fille qui a notre âge et qui est vraiment très très chouette et qui donne trop envie et qui a fait plein de... Enfin, qui se bouge beaucoup. En fait, toute cette saisonnalité est hyper importante. Je vois tout à fait qui c'est. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais t'as raison. Mais en plus, c'est important de le figer dans un livre. Alors, je mettrai. Et donc, j'ai réalisé on a fait une dizaine de pages au début de l'ouvrage pour sensibiliser à l'écologie. C'est ça. Donc, ça s'appelle Bon par la Fondation Good Planet, édition Marabout, préface Yann Arthus Bertrand, 180 recettes végétariennes faciles et gourmandes pour cuisiner pour la planète. Peut-être que tu peux nous dire un coup de cœur récent. Il y a peut-être un livre dont tu veux parler en particulier, mais un coup de cœur, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être un film, ça peut être ce que tu veux. Et un coup de gueule. Ouais. Voilà. Alors, 3 coups de cœur récents. Je vais aller vite. Le premier, c'est le livre de Adèle Bréau, L'heure des femmes. En fait, elle raconte la vie de sa grand-mère, Ménie Grégoire, en fait, qui était... elle avait une émission sur RTL qui s'appelait L'heure des femmes et dans lequel, en fait, elle donnait la parole à ces femmes au foyer pour parler de sujets un peu... par exemple, sur l'avortement, sur le sexe, sur les problèmes dans les familles. C'était vraiment l'heure à laquelle les maris étaient en train de travailler, les enfants étaient à l'école ou en train de faire la sieste, et en fait les femmes à l'époque se lâchaient. Et elle a vraiment, on voit l'impact que ça a eu même au niveau de l'éducation nationale. C'est par elle, c'est elle qui a dit qu'il fallait absolument qu'on ait des cours de sexualité à l'école. Donc ça fait partie des voix qui ont fait avancer un peu les choses et donc dans deux autres coups de cœur, là c'est des films ou séries, celle sur Orelsan, qui raconte tout son processus créatif, et le film aussi qui raconte, j'aime bien tout ce qui est biopic, biographie, et l'histoire de NTM aussi, la série qui raconte son histoire. Joey Star. Joey Star, c'est ça. Et franchement, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, hyper... comment dire, ça fait vraiment réfléchir. Et là, quand je vois qu'ils sont en train de mettre en place, tu sais, à Saint-Denis, il y a plein de choses qui sont en train de bouger dans le cadre du Grand Paris. En fait, de faire sortir les musées que des grandes capitales. Là, ils sont en train de mettre des pôles culturels dans une gare. J'ai l'impression qu'il y a un projet qui est en train de se créer dans une gare, donc qui est un lieu de passage
énorme où ils vont mettre en place des résidences d'artistes, des expos. Enfin, je trouve ça exceptionnel. Et donc, quand j'ai vu NTM, je me suis dit, ah, mais franchement, c'est tellement incroyable toute cette culture qu'ils ont, du hip-hop, du tag. Enfin, on voit que ces enfants, ces jeunes, ça les aide énormément, Bien en sûr. fait, de s'exprimer, de danser Bien et sûr. tout. Donc, quand j'ai vu ce projet, je trouvais ça trop cool. Et j'ai vu qu'il y avait un autre projet aussi qui se développait à Saint-Denis, donc c'est cool. Et c'est certainement les suites du documentaire, c'est ça que tu veux dire? Non, C'est non, parce possible. que pour que Non, ça mais c'est en sorte de lien. terre comme ça en Ouais. 3 mois, non, mais Ouais. ça veut dire que Ouais. c'est dans, voilà, Voilà, on y ouais, réfléchit, on y pense. c'est dans, Il y a un coup de gueule. et un coup de gueule. Oui, alors, en fait, c'est un truc qui me revient régulièrement en tête où je me dis, mais c'est pas possible qu'on n'en parle pas plus et, parce que j'ai quelques copines qui ont 3-4 enfants. Ouais. Et à partir du 3e, il y en a quand même beaucoup qui arrêtent de travailler en fait pour s'occuper de leur famille Ouais. parce qu'elles ont la chance de pas pouvoir travailler ou alors elles prennent cette décision. En revanche, le problème que je comprends pas en fait pourquoi les femmes au foyer ne sont pas rémunérées. Je comprends pas pourquoi on rémunère une nounou. Et je comprends pas pourquoi les femmes au foyer font tout ce travail gratuitement et deviennent dépendantes financièrement de leur mari. Ouais. Je crois que à une époque, ils ont essayé de mettre en place un salaire. Enfin, c'est pas normal en fait. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, je suis très triste parce que c'est un slogan, enfin, c'est une idée, c'est pas un slogan, qui a été repris par l'extrême droite. Et j'en suis navrée parce qu'en fait, j'en avais parlé avec une jeune femme que tu connais peut-être, qui s'appelle Clara Mollet, qui est venue dans le podcast et qui avait écrit les règles du jeu sur les femmes et le travail, notamment. Ouais. Et c'est une femme brillante. On en avait parlé de ça. Et si tu veux, c'est dommage parce qu'encore une fois, c'est des sujets qui sont, s'ils sont accaparés par un mouvement politique. Ah ouais, je savais pas que ça avait été. Non, mais bon, on s'en fout. Enfin, en soi, Mais moi, de toute façon, c'est un sujet universel. Je veux dire, ça. C'est pas une histoire de politique. Enfin, pour moi, c'est pas politique. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas, si tu veux, les répercussions sur le long terme de ce que c'est que des parents investis chez eux et fiers de l'être et heureux de l'être et récompensés pour l'être. C'est-à-dire que pour moi, je parle de mon point de vue, je pense qu'il se passe des choses chez les adolescents, chez les enfants, qui sont en partie, et attention, je pèse mes mots parce que je veux pas prendre des foudres, mais si tu veux, je pense que les femmes ont cherché à avoir une reconnaissance sociale, une reconnaissance professionnelle ailleurs que dans la maison, ce qui est logique en soi. Enfin, ça a été une reconnaissance de leurs droits, ensuite une envie d'indépendance financière, etc. Et je pense que du coup, on va dire que l'épanouissement personnel et professionnel, il devait être ailleurs que dans la maison. Il devait être ailleurs que dans la maison ou dans la famille. Et c'est vrai que le fait d'éduquer ses enfants, le fait de s'en occuper, c'était normal. Dans les sociétés patriarcales, c'est-à-dire qu'on considérait que la femme, c'est pas grave, elle souffrait, elle accouchait, machin, bon, c'est pas grave, c'est une femme. Bah ça, je pense qu'avant que ça s'en aille, si tu veux, c'est ça aussi. C'est que je crois qu'il y a un sujet de fond qui consiste à dire que les femmes ont le droit, finalement, de choisir de travailler et de ne pas travailler. Ont le droit d'avoir des enfants et de ne pas avoir des enfants. Et je pense que les vrais enjeux maintenant, ils sont d'arriver à faire... à attribuer à la femme une sorte de cadre, quel que soit le choix de sa vie. Et le truc, c'est que aujourd'hui, c'est pas du tout le cas, parce que la femme au foyer, je pense qu'on est dans un entre-deux. C'est-à-dire qu'on est entre bon bah tu fais ça parce que t'as envie de le faire en fait, donc tu fermes ta gueule en gros, c'est à peu près ça, tu vois. Et le fait de dire bah écoute, si tu veux gagner ta vie, va bosser, tu vois. Mais moi, ce que je trouve très injuste dans tout ça, c'est qu'on prend pas en considération les enfants, finalement, tu vois. Alors que pour moi, une maman ou un papa, quel que soit le sexe, je rentre pas dans les débats, mais je dis juste qu'un enfant, il a besoin de présence de ses parents, en fait, tout simplement. Et qu'il peut pas compenser ce besoin avec l'école, il peut pas le compenser avec, je sais pas, moi, une nounou, une nourrice ou je sais pas quoi, il peut pas le compenser. Voilà, je crois foncièrement qu'en fait, il faut que les gens place l'intérêt des enfants en fait en premier lieu, quoi, et qu'on fait pas des enfants, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, pour ne pas s'en occuper, et en même temps il faut trouver une manière pour les femmes, c'est ce que tu disais tout à l'heure,
pour les femmes ou les hommes finalement, tu vois ce que je veux dire, enfin Ouais, en soi pour la personne qui décide d'être là quoi, enfin, Mais oui, les deux. Mais moi je suis entièrement d'accord avec toi, enfin il y a des tout mon hommes développement, qui... c'est pour dire que je suis entièrement d'accord avec toi quoi, parce que je trouve que c'est révoltant, parce que quand tu sais que il y a certaines femmes, j'en ai connu, qui sont obligées de prendre des boulots, de se taper 2 heures de train ou de RER ou je sais pas quoi, d'être privées de leurs enfants, d'avoir des boulots qui finalement sont relativement peu intéressants, enfin pas peu intéressants, mais qui les épanouit peut-être pas forcément. Et quand tu fais le compte, après impôts, après tout ça, après, enfin même pas les impôts là en l'occurrence, enfin après les charges, on va dire, finalement le bout du bout, si tu fais les comptes et que tu fais vraiment, que tu mets dans la balance que ça coûte et ce que ça rapporte, et ben tu te rends compte qu'elle ferait mieux d'être payée chez elle en fait. Enfin, d'être payée par de je ne sais quelle manière. Mais quand on parle de RSA, je sais pas trop pourquoi on parle pas de ce sujet-là non plus, quoi. Ah oui, mais moi, ça me révolte. Surtout, là, depuis, j'ai quand même pas mal de copines qui ont 4 enfants. Et elles sont toutes femmes au foyer. Et quand j'entends, sous le ton de la rigolade, faut que je lui demande pour acheter ci ou ça, enfin, je trouve ça... Et puis en plus, ça instaure une espèce de rapport de force entre l'homme et la femme que je supporte pas. Et surtout, oui, bon, dans le meilleur des mondes, si tout se passe bien, ça va. Mais si à un moment, il y en a un, si elle veut partir ou si ça se passe mal, elle peut pas, en fait. Enfin, c'est compliqué. Et puis il faut valoriser, je pense, le fait de s'occuper de ses enfants. Mais oui, aujourd'hui, faut que ça soit valorisé. Parce que tant que c'est pas valorisé, les femmes, elles vont considérer qu'il y a mieux ailleurs. Enfin, c'est pas qu'il y a mieux ailleurs, mais c'est que c'est nécessaire de le faire ailleurs, en fait. Donc, et c'est dangereux, parce que je pense sincèrement que beaucoup de problèmes chez les adolescents aujourd'hui sont en partie liés au fait qu'ils aient été livrés à eux-mêmes trop vite. T'as raison. Je pense, enfin, j'incrimine pas les parents, tu vois, mais, non, mais c'est... quand t'es obligé, quand t'es entre le marteau et l'enclume, que t'es obligé d'aller bosser, que tout ça, que t'as pas le temps, quoi. Enfin, tu vois, donc on t'a obligé à faire des enfants. Enfin, structurellement, t'es fabriqué pour faire des enfants. Ensuite, on te fabrique pour dire, faut gagner de l'argent. Ensuite, on te fabrique pour dire, mais il faut être aussi si, ça. Bah, où sont les enfants là-dedans, en fait? Tu vois, enfin, le temps que tu dois consacrer à tes enfants. Parce que pour moi, un enfant, il faut lui consacrer du temps. C'est pas de l'argent, c'est pas de la consommation, c'est du temps. Voilà. Et ça, bah, tu le compenses pas par ailleurs. Donc, et ce temps-là, il faut le valoriser. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. Je partage ton coup de gueule. Voilà. Bon, écoute, Marine, en tout cas, j'étais ravie d'échanger avec toi. Je te souhaite vraiment le meilleur. Je te souhaite de continuer sur cette superbe fois. J'appelle tout le monde à aller jeter un coup d'œil à ce que tu fais. C'est vraiment top. Merci beaucoup. Merci à toi. Et Estelle. Puis, à très vite. Ciao, ciao. Merci beaucoup, Estelle, de m'avoir reçue. J'étais hyper touchée et très heureuse. Ça m'a fait plaisir D'avoir pu échanger avec toi. C'était trop intéressant d'avoir aussi toute ta réflexion là-dessus. Enfin, je pars un peu dans tous les sens, quoi. C'était très chouette. Merci. Merci, Marine. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcast, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast, Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.